L'État de Côte d'Ivoire et ses partenaires s'apprêtent à réaliser la 4e enquête démographique et de santé. Objectif, collecter des informations fiables sur des indicateurs et de santé auprès des populations. Pour parler de sécurité alimentaire, Abidjan accueille la concertation régionale sur les perspectives agricoles et alimentaires, une initiative du PREGEG, dispositif régional de prévention et de gestion des crises alimentaires. Et puis 45 managers constituant la 7e promotion du programme For Leadership Development étaient en excursion à Grand Bassam, une initiative de MDE Business School. Bienvenue Madame, Monsieur, tout le plaisir de vous présenter ce journal. Débutons cette édition en parlant de démographie. La Côte d'Ivoire, en partenariat avec l'USAID, l'UNICEF et la Banque mondiale, s'apprête à réaliser la 4e enquête démographique et de santé. L'opération vise à collecter des informations fiables sur des indicateurs et de santé auprès des populations. Daniel Kodjo et Marius Siri ont pris part à la cérémonie de lancement. Ils nous font le point. L'enquête démographique et de santé Côte d'Ivoire 2021 démarre le 21 septembre. Il s'agit de répondre aux besoins en données pour planifier, suivre et évaluer les programmes de santé, de population et de protection des individus, en particulier les plus vulnérables que sont les femmes et les enfants. Dans leur communication, les ministres Nialé Kaba et Pierre Demba ont indiqué que l'étude fournira des informations sur les indicateurs de fécondité, de mortalité, d'éducation, de santé maternelle et infantile, de santé de reproduction et de VIH-Sida. Cette opération permettra de prendre des décisions idoines afin de mieux contribuer au bien-être des populations. Cette enquête démographique et de santé 2021, la 4e du genre après celle de 1994, 1998 et de 2011-2012, arrive donc à point nommé. Au total, elle aidera à mieux planifier, suivre et évaluer les programmes de santé, de population et de protection des individus. Le gouvernement poursuit ses efforts à travers des investissements importants et des réformes structurelles dans tous les secteurs socio-économiques. Toutefois, l'absence des données actualisées ne permet pas d'apprécier à sa juste valeur les progrès réalisés et les défis à relever pour l'amélioration substantielle des conditions de vie des populations, notamment dans le secteur de la santé, où nous avons besoin de données pour planifier et élaborer des stratégies pour amener à bien notre mission. L'Institut national de la statistique a en charge le pilotage de l'enquête démographique et de santé. Son directeur général Dofung Guessan rassure que l'enquête démarre le 21 septembre. Les enquêteurs sont déployés sur toute l'étendue du territoire national. À quoi vont servir les résultats de l'enquête démographique et de santé? D'une part, c'est d'évaluer les politiques nationales de développement. Nous avons le PND et les politiques sectorielles de l'éducation, de la santé et autres. Évaluer la mise en œuvre des agendas internationaux. Nous avons l'agenda 2063 de l'Union africaine, l'agenda 2030 des objectifs de développement durable et des autres engagements internationaux du pays. Fournir des données de base permettant au gouvernement de réaliser les actions de développement. La Côte d'Ivoire ne fait pas chemin seul dans cette aventure. L'Agence américaine de développement USAID, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF et la Banque mondiale viennent en appui au pays. Ces partenaires réitèrent leur disponibilité et leur engagement à accompagner techniquement et financièrement le gouvernement dans la réalisation de cette enquête. Je dois dire que dans tous les pays où j'ai travaillé, l'EDS, l'enquête de démographie et de santé, est l'enquête que tous les partenaires veulent financer et auquel on se rassemble toujours derrière. Et nous sommes très heureux de nous associer à l'INS pour le faire. Le gouvernement ivoirien a décidé de renforcer son système statistique national à travers la réalisation d'enquêtes nationales dont l'enquête démographique et de santé. 200 enquêteurs sont dès ce 21 septembre sur le terrain pour la collecte d'informations sur les populations ivoiriennes. Les ménages sont invités à leur réserver un bon accueil.
Poursuivons cette édition avec une note de sécurité alimentaire. Abidjan accueille depuis ce jour et ce jusqu'au 22 septembre la concertation régionale sur les perspectives agricoles et alimentaires au Sahel et en Afrique de l'Ouest. À la manœuvre, le PREGEC, dispositif régional de prévention des gestions de crises alimentaires. Cette rencontre, qui intervient après celle tenue à Cotonou en juin dernier, vise à examiner la situation agricole et alimentaire au vu des risques annoncés. Issa Badini et Richard Akeke. Tout en vous souhaitant plein succès à vos travaux, je voudrais déclarer ouverte la présente concertation régionale sur les perspectives agricoles et alimentaires au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Le temps est donné. C'est parti ainsi pour 3 jours de concertation entre experts de plusieurs pays membres du comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Venus de 17 pays, ces experts et leurs partenaires se sont donnés pour mission de faire le tour des questions liées à la campagne agro-pastorale et des zones à risque de faible production agricole. Nous avons les représentants de tous ces pays ici. Nous allons discuter ensemble. Chaque pays fera l'exposé sur la situation chez lui. Et à la suite de cela, des missions vont se rendre dans les pays pour confirmer, faire des analyses et présenter les résultats définitifs de la campagne agricole. Selon les premiers responsables d'ICILS, contrairement à ce que l'on pourrait tenter de croire, la production agricole a évolué positivement ces dernières années. Une production tout de même mise à mal par la Covid-19. La Covid-19 en fait est devenue un facteur aggravant de la situation alimentaire dans certaines régions. Vous savez que les États ont pris des mesures, notamment de fermeture des frontières, ce qui a perturbé les échanges. Certains marchés ont été même fermés en raison de l'insécurité civile. La Côte d'Ivoire n'est pas pour l'instant touchée par une quelconque crise alimentaire, a fait remarquer le représentant du ministre délégué chargé de l'intégration africaine, président de la cérémonie d'ouverture. Louis-Philippe Goli-Kwame note cependant que des signaux inquiétants pointent du nez. Vous donner un seul signal, c'est le prix des denrées alimentaires. Tout le monde a constaté qu'on parle beaucoup, particulièrement de vie chère, parce que la disponibilité des ressources alimentaires s'amenuisant, il s'ensuit de facto un effet de régulation des prix sur le marché qui malheureusement n'est pas vertueux actuellement. Cette réunion du PREGEC, dispositif régional de prévention et de gestion des crises alimentaires, au titre de la campagne agricole 2021-2022, verra la participation des représentants des services statistiques agricoles et des systèmes d'alerte précoce des pays membres d'ICILS, de l'IMOA, de la CEDEAO et les représentants d'institutions sous-régionales. Elle intervient après celle de l'actualisation de la situation alimentaire et nutritionnelle tenue à Cotonou au Bénin les 17 et 18 juin 2021. Il s'est tenu ce lundi 20 septembre 2021 à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire un point de presse organisé par le SINAFESI, entendez le syndicat national des fournisseurs de l'État de Côte d'Ivoire, sur le thème « Factures impayées des fournisseurs de l'État de Côte d'Ivoire et industrialisation de la Côte d'Ivoire ». Il s'est agi pour le SINAFESI de faire le point du non-paiement des différentes factures de sa prestation par l'État. Pierre Tebeu et Tima Traoré pour nous en parler. À l'issue d'une rencontre tenue ce lundi au plateau, le syndicat national des fournisseurs de l'État de Côte d'Ivoire, SINAFESI, réclame le paiement des factures impayées à l'État d'un montant de 700 milliards de francs CFA. Il s'agit des factures de 2017 à 2020 impayées par l'Agence comptable centrale du Trésor, des factures impayées de 2012 à 2020 dans les structures étatiques. Les fournisseurs de la Côte d'Ivoire sont en colère. Nous ne sommes pas contents parce que nos factures ne sont pas payées depuis des années, alors qu'à longueur de journée, on parle du paiement des factures et les fournisseurs de la Côte d'Ivoire ont été utilisés pour que la Côte d'Ivoire puisse avoir l'achèvement du PTTE. Et après ça, aujourd'hui, les fournisseurs de l'État de Côte d'Ivoire sont laissés pour compte.
Un chapelet de revendications que le syndicat a égrené au cours de cet échange avec les journalistes. Pour parvenir à une solution durable, il sollicite une rencontre avec le chef du gouvernement. Nous voulons rencontrer le chef du gouvernement, le Premier ministre Achille Patrick, pour discuter avec lui de toutes les préoccupations des fournisseurs de la Côte d'Ivoire, afin que nous puissions trouver une solution. Parce que nous sommes dans un pays de dialogue. Et pour nous, nous pensons que le dialogue va primer. Il y a beaucoup de préoccupations que nous avons. Il y a le transport qui est cher. Nous voulons la diminution de carburant. Nous voulons que les péages prennent fin ou soient limités dans le temps. Le syndicat national des fournisseurs de l'État de Côte d'Ivoire a également dénoncé au cours de cette rencontre les concurrences déloyales, le comportement des gestionnaires des deniers publics de l'État et la lourdeur administrative. On l'annonçait en titre, la session résidentielle du programme for Leadership Development PLD de MDE Business School, ouverte récemment dans la ville de Grand Bassam, s'est terminée par une excursion pédagogique et touristique. Ils étaient au nombre de 45 managers à constituer la 7e promotion de ce programme de standard international à accroître leurs compétences managériales. Le point avec Walter Kofi et Ismaël Doza. Au cœur de la cité balnéaire de Grand Bassam, un groupe de cadres et chefs d'entreprise s'apprête à vivre une journée particulière. Ces 45 auditeurs du MDE Business School arpentent les rues du quartier France de Bassam pour une excursion marquée par des exposés sur les faits historiques de la première capitale économique de la Côte d'Ivoire. Cette excursion pédagogique s'inscrit dans le cadre du programme for Leadership PLD dispensé par MDE Business School. Ouverte le 12 septembre dernier pour une durée de 6 jours, les participants à cette session de formation de haut niveau se sont vus dotés d'expertise métier qui s'est soldée par une approche aux réalités africaines. Cela fait partie pour nous de la nécessité de faire en sorte que les managers soient vraiment enracinés dans leur culture, dans leur territoire, dans leur terroir. Donc ce sont des réalités qui sont de chez nous. Et on a beau étudier des cas qui nous viennent de Harvard ou de l'ISC de Barcelone, mais il faut voir aussi ce qui fait notre personnalité et ce qui nous permet de dire nous pouvons appliquer ces choses-là en tenant compte de ce que nous sommes nous-mêmes. Cette excursion au cœur de Grand Bassam a été marquée par une visite de courtoisie au Palais du Roi de Grand Bassam. Les auditeurs ont pu, au cours d'un échange riche en culture, s'enquérir du style managérial de la chefferie. Pour les auditeurs, cette rencontre avec la culture ivoirienne est une occasion unique pour bonifier leurs compétences managériales et organisationnelles. Écoutez, le manager évolue dans un environnement et donc c'est un impératif que cet environnement-là soit, ma foi, connu parce qu'il nous permet de révéler les valeurs qui doivent être celles à promouvoir dans notre style managérial. Donc pour moi, travailler en Côte d'Ivoire, c'est connaître la Côte d'Ivoire, c'est connaître les Ivoiriens mieux. Ça va nous permettre de mieux communiquer avec ces Ivoiriens et puis de mieux encadrer notre activité. Ça nous a permis de voir un peu, depuis le temps colonial jusqu'à aujourd'hui, les différentes étapes que Bassam a traversées, de 1893 jusqu'à aujourd'hui, depuis que la Côte d'Ivoire a été déclarée colonie française, jusqu'à aujourd'hui. L'histoire des Grands Bassam et puis l'histoire du peuple Nzima. Management Development Enterprise, MDE, est un business school dont le siège se trouve à Abidjan et propose des formations aux dirigeants qui n'ont pas l'intention de s'endormir sur leur laurier. Depuis 2015, MDE Business School dispense Programme for Leadership Development PLD avec la collaboration de l'ISE School de Barcelone. Passation de charge entre le président sortant de l'Union patronale de l'enseignement supérieur privé, Dr Eleté Aka, et le nouvel entrant, Diabaté Mori. La cérémonie s'est faite au siège de l'UPSUP dans la commune de Cocody, avec la présence de quelques membres du Congrès et d'un huissier de justice. Des précisions avec Nadia Eounoud et Valentin Kra. C'est fait. L'Union patronale de l'enseignement supérieur privé a un nouveau dirigeant. Diabaté Mori a officiellement pris fonction au travers de cette cérémonie de passation de charge. Le président sortant, Dr Eleté Aka, a dirigé des mains de maître cette fêtière depuis plusieurs années
et a réussi à faire d'elle une organisation forte avec des textes respectés qui la régissent. Pour lui, son bilan de fin de parcours est plutôt satisfaisant. Le 8 avril 2016, on a signé un protocole d'accord avec l'État de Côte d'Ivoire qui permet de restreindre les délais de paiement des arriérés. En 2009, on avait quelquefois jusqu'à 3 ans de non-paiement des arriérés. On était obligé d'avoir recours à des banques pour escompter nos décisions, nos factures pour pouvoir avoir des résultats. Voyez, donc je commencerai par là. Un protocole d'accord qui désormais nous permet dans un laps de temps, c'est-à-dire à la fin d'un exercice, d'être payé. OK? Et ce travail, nous avons d'abord poursuivi il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, au niveau du patronat, où nous avons négocié pour que ce protocole d'accord qui a commencé à prendre du large soit respecté. Quant au nouvel élu, Diabaté Mori, il promet assumer ses responsabilités dans la continuité et surtout dans la dynamique du travail qui a déjà été fait par son prédécesseur. On avait fait des prévisions, on avait fait des projections, on a des axes stratégiques. Je vais continuer dans ces axes stratégiques-là, surtout en mettant la priorité sur le siège que nous avons, la construction d'un siège. Et au-delà de tout cela, mais il y a aussi l'aspect pédagogique et académique qui compte. Nous avons gagné l'homologation des diplômes de nos universités qui sont membres de l'UPSUP. Tout ça, c'est des choses assez fortes. Donc notre combat, ce sera de continuer en cela. On veut mettre en place un dispositif de qualité et nous allons nous y atteler pour mettre ce dispositif-là. Le nouveau président de l'UPSUP a été choisi de façon consensuelle par les membres du Congrès qui se disent confiants. C'est un homme très dynamique. J'ai beaucoup apprécié de travailler avec lui, très dynamique, très pragmatique, et avec qui je dirais que nous avons, avec l'ancien président LT, trouvé toujours des solutions à tous nos problèmes. Rappelons que l'Union patronale de l'enseignement supérieur privé a en son sein les fondateurs des différentes grandes écoles et universités privées de Côte d'Ivoire pour un impact plus fort sur l'éducation nationale. Rendons-nous à l'intérieur du pays. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, a procédé à la remise de kits d'installation à 58 jeunes filles vulnérables des villes de Mans et de Danané. C'est un don qui intervient après 1 an de formation intense dans divers domaines. Ce projet de l'État ivoirien est mis en œuvre en partenariat avec l'UNICEF et vise à faciliter l'insertion professionnelle de ces jeunes filles. Le point avec Théodore Kanga. Ce sont 58 jeunes filles vulnérables issues des départements de Danané et de Mans, dont 23 couturières, 30 coiffeuses et 5 pâtissières, qui ont reçu après 1 année de formation intense leur kit d'installation des mains de Maï Caillot Clarisse, secrétaire d'État chargé des affaires sociales auprès du ministre de la Protection sociale et de l'Emploi. La secrétaire d'État a saisi l'occasion pour remercier l'UNICEF au nom de l'État de Côte d'Ivoire. Elle a par ailleurs prodigué quelques conseils aux bénéficiaires. Faites en sorte qu'on respecte plus de filles désormais dans le Tonpi. Ne vous laissez pas manipuler par des vendeurs d'illusions. Ouattara Gervais, chef du bureau régional de l'UNICEF de Mans, a expliqué les enjeux du projet qui prend en compte le district d'Abidjan et la région du Tonpi. Le projet qui est exécuté dans les directions régionales d'Abidjan, Lagune 1 et 2, précisément dans les communes de Yopougon, Abobo et Port-Boué, et dans la direction régionale du Tonpi, notamment à Mans et à Danané, il vise à apporter un appui financier à 200 jeunes filles en difficulté financière à l'effet de poursuivre leurs études et aider celles qui sont déscolarisées à suivre une formation qualifiante afin de s'insérer dans le tissu socio-professionnel. Élus et bénéficiaires ont exprimé leur joie et reconnaissance à l'UNICEF et à l'État de Côte d'Ivoire pour ce don qui permettra aux bénéficiaires d'être désormais autonomes. Nous sommes reconnaissants également à la secrétaire d'État chargée de la protection sociale. Nous sommes reconnaissants à l'UNICEF et à ses partenaires de dire que nous avons été épaulés largement parce que le volet social aussi c'est l'affaire des collectivités locales. J'ai reçu le matériel
Je remercie l'UNICEF et l'État de Côte d'Ivoire. Je suis très contente de recevoir aujourd'hui ce beau cadeau qui m'a été fait. Pour la formation de pâtisserie, j'ai eu des kits à laquelle je vais y mettre en valeur. Cette action du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, appuyée par l'UNICEF, s'inscrit dans le cadre du projet d'assistance à la scolarisation et à la formation de 200 jeunes filles vulnérables. En image pour terminer cette édition, en Tanzanie, l'Office des céréales et d'autres produits prévoit d'acquérir 420 000 tonnes de maïs chez les exploitants durant la campagne 2021-2022. Cette opération d'un coût de 200 milliards de shillings, soit 86 millions de dollars, sera effectuée sur la base d'un tarif de 500 shillings par kilogramme, soit 0,2 $. Elle permettra également à l'organisme public de disposer d'un stock suffisant pour faire face à ses obligations commerciales. Cette note vient mettre fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa.